Bonjour à tous. Le podcast d'aujourd'hui va aborder la question de la naissance du paysage industriel en Europe entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Cette vidéo est notamment basée sur plusieurs articles de recherche en histoire, publiés notamment par les historiens François Crouzet et Isabelle Lessangil dans la revue Histoire, Économie et Société en 1997, et également un autre travail publié par Amélie Favry, publié dans la revue belge de philologie et d'histoire en 2007. Voilà, donc ce podcast sera assez court, nous n'allons faire qu'effleurer le sujet, et on va surtout se pencher, comme je l'ai dit, sur la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, donc vraiment la période de la naissance de l'industrie, et sur les régions qui ont été les premières à avoir ce phénomène d'industrialisation, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la Belgique. Donc on va passer en revue dans les grandes lignes les étapes de cette industrialisation, et on va aussi beaucoup parler des réactions suscitées par celle-ci, par ses contemporains. Alors pour présenter la situation d'abord de façon très générale, on peut dire bien sûr qu'il y avait deux types de réactions à l'industrialisation, à l'évolution du paysage. Tout d'abord la réaction plutôt anti-industrie, qui provenait notamment des romantiques. Je rappelle que le romantisme est un courant littéraire artistique de la fin du XVIIIe, début du XIXe, et qui valorise la nature, la nature sauvage, et donc forcément est hostile à cette naissance de paysages industriels, de paysages modifiés par l'homme. Pour eux, pour ces romantiques, ils sont très imagés dans leur description de ce qu'ils voient de leur voyage. Ces forges, ces mines, ces industries sont une matérialisation de l'enfer, par leur aspect visuel, par les bruits qu'elles génèrent, etc. Et puis ensuite, il y a le courant industrialiste, le courant pro-industrie, qui lui, de son côté, est beaucoup plus enthousiaste à cette évolution paysagère. Alors, dans leur description, eux aussi sont très littéraires, très imagés. Il y a souvent d'allusions mythologiques. On compare les forges modernes aux forges d'Héphaïstos ou de Vulcain au choix. Eux ne sont pas insensibles à la nature. Ils sont très attentifs à l'évolution de leur environnement. Mais pour eux, ces industries viennent s'insérer dans un paysage avec lequel elles vont former une sorte de symbiose, c'est-à-dire un paysage qui est exploité par l'homme, qui est rentabilisé. C'est ainsi qu'en 1852, un observateur décrit la région de Mons, en Belgique, avec les termes suivants. Je cite : « Les beautés d'une campagne riante et fertile tirent un caractère particulier de la présence de tant de créations dues au génie et au travail de l'homme. Parmi de verts bouquets d'arbres, de sombres usines qui flottent dans des brouillards de houille, à travers de fraîches prairies, des routes rayonnent vers tous les points de l'horizon. Et à chaque heure du jour, de rapides locomotives et d'immenses convois qui dévorent l'espace où se déploient leurs longs panaches de fumée blanche. Tout enfin, aussi loin que portent les yeux, révèle à la fois les labeurs et les produits de l'industrie au sein d'une nature non moins active, non moins féconde. » Fin de citation. Voilà, donc on voit bien avec cet extrait que, pour l'observateur, cette présence des industries, cette activité industrielle dans le paysage met en valeur la nature, illustre comment l'homme, la civilisation moderne, exploite celle-ci. Et pour lui, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition entre les arbres, les prairies et les infrastructures industrielles naissantes. Voilà, alors avant de balayer le cadre chronologique fixé pour cette vidéo, je voudrais juste souligner que les travaux sur lesquels je me suis appuyé ici ne se sont pas vraiment penchés sur les avis, les opinions, les témoignages du regard porté par les classes populaires, par le gros de la population. Alors la raison est simple, en tant qu'historien je peux la deviner, c'est que ce n'est pas le même type de recherche. Pour trouver ce type de témoignage, pour avoir une idée de ce que pensaient les ouvriers, les paysans de cette transformation du paysage, c'est sans doute possible, mais il faut aller dans d'autres types d'archives, peut-être des archives plus administratives, et c'est une recherche plus laborieuse, plus ingrate. Donc on peut comprendre que pour le moment les historiens se soient surtout penchés sur des sources plus littéraires, donc issues d'observateurs et donc de meilleures classes sociales. Quoi qu'il en soit, rappelons un petit peu la chronologie de l'industrialisation, notamment de la Grande-Bretagne et de la Belgique. Dès le XVIIIe siècle, ces régions présentent déjà un paysage qu'on peut qualifier de proto-industriel. Dans certaines parties, on a déjà des mines de charbon qui sont largement exploitées. On utilise le charbon pour se chauffer, mais également déjà pour alimenter certaines manufactures. Alors à la sortie de ces premières mines de charbon, de houille, on a ce qu'on peut qualifier aussi de proto-chemin de fer.
Alors, chemin de fer, c'est un terme un peu galvaudé ici parce que, en l'occurrence, ce n'étaient pas des chemins en fer, c'était plutôt des rails de bois sur lesquels on attelait un chariot tiré par des chevaux. Donc, bien sûr, cette infrastructure permettait de diminuer l'effort nécessaire par les bêtes et permettait donc de transporter un peu plus efficacement, le charbon extrait de ces mines. Donc, le paysage est déjà transformé en surface par ces chemins de bois, si on peut les appeler ainsi, et par ces mines de charbon, depuis lesquelles il y a bien sûr déjà certaines émanations, certaines poussières. Alors, c'est le domaine par excellence qui va évoluer, qui va se développer à la fin du 18e, puis bien sûr de façon exponentielle dès le 19e siècle. Il y aura des réactions mitigées, mais le plus souvent assez négatives face à celui-ci. De manière générale, une analogie qui revient assez souvent est celle à nouveau de l'enfer. En effet, ces fosses, par leur aspect très noir, très profonde, très importante, inspirent une vision infernale à ses observateurs. C'est ainsi qu'en 1814, un observateur suisse qui voyage dans le nord-est de l'Angleterre décrit ces mines avec les termes suivants. Je cite: « L'apparence des mines de houille qui sont au-dessus du sol est telle que, aidée par une imagination vive, on pourrait penser que l'on a été transporté aux portes mêmes de l'enfer. Autour de chaque puits, il y a plusieurs machines à vapeur, qui sont en plein air et rien ne les recouvre. Elles ont l'air de figures effrayantes, de fantômes, et elles crachent une fumée noire, comme du goudron sur toute la campagne environnante. » Fin de citation. Voilà, vous voyez ici qu'on se situe quelques années plus tard, au début du 19e, et donc les machines à vapeur accompagnent cette fois les mines de houille. Revenons un petit moment au XVIIIe siècle. À cette époque, autour de ces mines, on a déjà certaines industries qui commencent à se concentrer, à se rapprocher, notamment les verreries et les fours à chaud, qui sont des industries qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et puis, au-delà de ça, il ne faut pas oublier que la grande partie de l'industrie, de la manufacture, du secteur secondaire du XVIIIe siècle, de l'époque pré-industrielle, se trouve dans les campagnes. C'est une manufacture rurale, bien sûr située stratégiquement, proche des cours d'eau, des voies de communication ou des villes, mais c'est une manufacture rurale ou semi-rurale. Et notamment, des secteurs comme le textile restent pendant longtemps un secteur artisanal fabriqué dans les maisons des paysans, qui sont à la fois paysans et transformateurs de cette matière première qu'ils cultivent. Et donc, quand on approchait de certains villages à cette époque, il n'était pas rare de voir des draps, des toiles étendues dans les prairies sur des très larges surfaces. À la fin du XVIIIe, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, plusieurs changements s'opèrent dans ce paysage. Tout d'abord, on a de plus en plus de moulins hydrauliques qui sont installés dans des fonds de vallée, qui sont associés à des activités manufacturières, notamment le coton, d'autres secteurs textiles, puis aussi l'industrie du papier. Alors ces moulins sont très décriés parce que bien sûr, ils s'installent souvent dans des paysages qui ont une certaine valeur et qui sont déjà peuplés par des habitants. Et puis au-delà de ça, une transformation majeure qui annonce le 19e siècle, c'est l'apparition des premières usines sidérurgiques et des houilles intégrées. C'est-à-dire, au même endroit, on a l'extraction de charbon et l'usine de métallurgie, le plus souvent de sidérurgie, qui vient se greffer à côté de celle-ci, pour être proche de la matière première, de sa source d'énergie. Donc ce sont les premières villes industrielles. De la même façon, on a aussi parfois les usines à métaux, notamment de plomb, et les fonderies qui se regroupent. Et puis bien sûr les infrastructures de transport, notamment les canaux, qui pour le coup sont plutôt bien perçus à l'époque. C'est une infrastructure d'eau, c'est associé au fleuve, au cours d'eau, et donc c'est plutôt considéré comme un agrément. Mais à côté de ça, il y a bien sûr les chemins de fer qui, pour le coup, maintenant sont véritablement en fer, bien qu'ils ne soient pas encore tractés par des locomotives, mais toujours par des chevaux qui prennent de plus en plus d'espace, bien qu'ils restent encore très très rares et qu'ils n'ont pas une importance majeure sur le paysage. C'est néanmoins véritablement au 19e siècle qu'on a ce changement d'échelle. L'industrie semi-rurale que j'ai décrit juste avant va devenir véritablement urbaine. On a l'apparition de grosses villes industrielles qui sont caractérisées par ces fumées noires issues de la combustion du charbon. Les bâtiments, les façades de ces villes sont aussi assombries, elles ont des taches noires à cause de cette pollution. À ça, il faut aussi ajouter les fumées de l'industrie chimique, les bruits, l'apparition des logements ouvriers de masse, et puis plus tard, bien sûr, à partir du milieu du 19e, l'éclairage des villes qui va considérablement changer l'environnement visuel, mais on ne va pas porter l'analyse jusque-là.
Donc, comme je l'ai dit au tout début, on a deux visions qui coïncident par rapport à ce changement du paysage, de l'environnement. Celle qui transparaît le plus, qui semble avoir été la plus mise en avant d'une façon ou d'une autre, c'est bien sûr celle positive, celle pro-industrielle, qui véritablement se réjouit de la vitalité des régions qui possèdent une industrie. La présence d'une industrie à proximité d'une ville inspire vraiment l'enthousiasme parce qu'on se réjouit de la richesse que cette industrie va pouvoir apporter à ses habitants. Et puis cela va même à un point que certains notables, en particulier des bourgeois industriels, des propriétaires d'industrie, aménagent leur domaine, leur habitation privée, de façon à avoir depuis leur jardin une vue sur leurs usines, sur les cheminées. Cela est vraiment considéré comme des aménagements, des infrastructures de prestige, de développement de la région, du pays, etc. Donc on a à cette époque, particulièrement en Belgique, beaucoup de voyageurs qui se réjouissent de la présence des hautes cheminées qui crachent une fumée noire dans le paysage. Cela peut paraître très paradoxal à notre époque où on va largement dénoncer ce genre de pollution visuelle, mais le regard porté par ces personnes était différent. Un secteur industriel qui retient particulièrement l'attention des voyageurs, c'est la métallurgie. La métallurgie fascine pour ces bruits, ces éclats lumineux qu'elle provoque, même pendant la nuit. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'associe aux forges d'Héphaïstos, on y voit vraiment une inspiration mythologique, particulièrement la nuit. C'est ainsi qu'un voyageur français, en 1803, qui se balade dans les environs de Chaudefontaine, en Belgique, décrit les environs de la région dite la montagne avec les termes suivants. Je cite: « La montagne offre, après la fin du jour, un spectacle tout à fait intéressant. Sur une multitude de points, on aperçoit le feu brillant de la houille et des forges. Partout, on entend les coups répétés du marteau qui allonge les clous ou qui aplatit leur tête. Rien n'est si animé, rien n'est si actif. » Fin de citation. Néanmoins, au-delà de ces discours passionnés par cette industrie naissante en plein développement, on a de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance dans le 19e, une inquiétude qui survient. Alors tout d'abord, ces industries, en particulier l'industrie chimique et de manière générale toutes les industries très consommatrices de charbon, génèrent des nuisances, des pollutions industrielles, sur lesquelles je ferai des podcasts dans les mois à venir. Mais aussi, on s'inquiète de plus en plus sur l'impact de ces industries sur les travailleurs, les ouvriers qui passent la plus grande partie de leur journée. On s'inquiète pour leur santé, mais on s'inquiète aussi pour les conditions morales de travail. Alors il y a toujours quelques observateurs pour présenter le travail des ouvriers comme un travail valorisant qui permet à ceux-ci de s'affirmer, de s'émanciper, mais néanmoins les discours pessimistes sont de plus en plus présents par rapport à cette question. Voilà, je vais terminer avec la dernière citation de ce podcast, qui est issue d'un Français qui, en 1855, visite la Belgique et les Pays-Bas. Je cite: « En toute vérité, nous pouvions nous croire aux enfers. Des flammes bleuâtres s'élevaient d'abîmes obscurs. D'énormes cheminées, comme des trépieds antiques, jaillissaient des flammes rouges de sang. Blanche ici, verdâtre est là, et au milieu de ces brasiers effrayants, tout un peuple de travailleurs s'agitait dans toutes les poses d'un supplice et de tortures sans nom. On eût dit des milliers de démons tourmentant les âmes des damnés livrés à leur furie et à leur vengeance. Ou bien encore, toutes ces cheminées infernales pouvaient se comparer à de nombreux cratères de volcans en travail d'éruption. Ils jetaient au loin leurs reflets sinistres et sanglants. Et comme on arrive subitement à la vieille montagne par un détour d'imprévu de la route, c'est un véritable saisissement que l'on éprouve en se trouvant à l'improviste en face de ce spectacle, surtout quand la nuit noire est venue. » Fin de citation. Une fois de plus, on remarquera toutes ces allusions, ces analogies mythologiques qu'inspirent aux observateurs ces industries et les conditions de travail des ouvriers. Voilà, alors comme je l'ai dit, cette vidéo n'avait uniquement pour but d'effleurer le sujet, de donner une mise en bouche. Les références bibliographiques des articles qui ont servi à la réalisation de celle-ci seront dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Merci à tous.